amis internautes, vous êtes dans Point de vue, la nouvelle émission du débat jeudi. Nous recevons deux invités, Omar Diapenda, un habitué du débat du jeudi. Il est toujours là avec son esprit critique sans circonlocution. Deuxième invité, lui il est nouveau, il s'appelle Ibrahim Bouka, il est spécialiste en relations internationales, il nous vient du Gabon. Alors, chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons encore éveiller les consciences avec un sujet tout nouveau. Le Congo, le Gabon ou encore le Niger peuvent se vanter aujourd'hui de la richesse de leur sous-sol. Des matières premières parfois inestimables mais qui ne servent pas au peuple. Le paradoxe vient du coup dans un pays comme le Niger où l'uranium sert à éclairer les rues françaises pendant que le citoyen nigérien lambda doit se battre pour s'acheter ne serait-ce qu'une seule bougie. La gestion des ressources africaines, c'est aujourd'hui d'un point de vue. Sans plus tarder, nous allons commencer avec cette émission Point de vue, émission de jour. La première question revient directement à M. Ibrahim Bouka. En tant que Gabonais, un pays qui normalement a un sous-sol riche, pourtant on a l'impression que le Gabon n'exploite pas ces matières premières, mais laisse plutôt les firmes étrangères venir l'exploiter. Comment vous expliquez cette situation-là? Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Merci pour l'occasion que vous nous donnez ici de pouvoir en fait nous exprimer par rapport à une problématique importante telle que celle-là, qui concerne effectivement la gestion de nos ressources naturelles, de nos richesses du sol et du sous-sol, par rapport à la problématique de la pauvreté croissante des populations en Afrique et singulièrement au Gabon, pays dont je suis originaire. Mais avant que de répondre à cette question, je vais d'abord ici saluer nos internautes qui nous suivent de partout à travers l'Afrique, mais également ceux qui nous ont permis effectivement de nous asseoir ici pour donner notre avis par rapport aux problèmes de l'heure. Donc pour répondre à cette question, déjà je vais amener l'élément historique. Parce que c'est dans l'histoire qu'on va retrouver effectivement, on va dire, les origines plus ou moins lointaines de cette situation. Déjà, il faut dire que lors de la colonisation, les Occidentaux avaient établi ce qu'on appelle la division internationale du travail qui jusqu'à aujourd'hui demeure. Donc cette division internationale du travail qui en fait réduit les pays africains à un rôle de simple producteur de matières premières. Et d'ailleurs même dans le cadre de la colonisation, on l'a vu, pour ceux qui présentent aujourd'hui la colonisation, ou bien qui ont toujours présenté la colonisation comme quelque chose de positif, on se rend compte, en tout cas du moins par rapport à ce qu'on a vécu dans le cadre de la colonisation française, les colons se sont contentés uniquement de mettre en place des infrastructures qui leur permettaient d'acheminer ces matières premières-là, des forêts, du fin fond, de l'interland des pays africains, ici en l'occurrence le Gabon, vers la métropole, donc la France. Donc, on voit très bien que, en fait, ici, ce sont les matières premières qui intéressaient de prime abord les Occidentaux ou les Européens, et ici la France, pour un pays comme le Gabon. D'accord? Et donc, cette division internationale du travail s'est perpétuée avec le temps, et aujourd'hui encore, la plupart de nos économies africaines, le Gabon singulièrement, ont des économies qui sont extraverties, c'est-à-dire tournées vers l'extérieur, simplement parce que, en fait, elles dépendent en grande partie de la vente, en fait, de l'exportation de ces matières premières. Ce sont des économies de rente, comme on les appelle. Voilà. Et ça, c'était sur le plan historique. Maintenant, on peut également donner des explications sur le plan, on va dire, politique, qui fait que aujourd'hui, effectivement, cette richesse du sol et du sous-sol des pays africains, comme le Gabon, ne profitent pas à leur population. Pourquoi? Parce que d'abord, on a des indépendances qui nous ont été données et qui n'ont pas été véritablement arrachées par nos pays auprès de la puissance colonisatrice. Et donc, du coup, à partir de ce moment, le colon ou le colonisateur ou la puissance colonisatrice a simplement mis à la tête de nos États des hommes de paille qui, en vérité, en échange de leur maintien au pouvoir, on va dire, bradent les richesses du sol et du sous-sol de nos différents pays auprès de l'ancienne puissance colonisatrice. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau.
Et qui peut expliquer cela? Alors, comme le dit si bien Yves, Omar, vous pensez quoi? Parce qu'au Niger, par exemple, vous êtes l'un des plus grands producteurs d'uranium et pourtant, le peuple nigérien, dans certains villages, a du mal même, ne serait-ce que électrifier un mètre carré. Merci tout d'abord au débat du jeudi qui nous permet toujours de faire entendre nos voix aux quatre coins du monde. Et moi, j'aimerais juste dire que c'est-à-dire c'est une mauvaise exploitation des ressources. Aujourd'hui, en étant plus grand producteur de l'uranium, le Niger, et que c'est l'uranium du Niger qui sert à alimenter les rues de Paris, qui sert à alimenter même Champs-Élysées, pourquoi pas, et qu'au Niger, le citoyen lambda n'a pas droit et accès aujourd'hui même à la lumière. Je pense que ça, c'est une mauvaise exploitation, c'est-à-dire c'est une mauvaise politique qui s'est appliquée sur nos ressources, donc sans tenir compte de l'intérêt et des avantages aussi qui devaient être des droits, comme pour le peuple du Niger. Je pense qu'on ne devrait pas toujours accuser le colon, mais il faut aussi reconnaître ses erreurs, parce qu'il faut une part de responsabilité qui n'a pas été vraiment assumée par nos hommes politiques et par les gouvernements. Donc dans le passé, en signant des accords, des contrats sur nos ressources, nos matières premières, sans se baser sur les intérêts du peuple et de la nation en général, il y a certains hommes qui décident sûrement sur leur propre intérêt et oublient la nation. Donc voilà ce qui cause ces genres de sous-développement, ces genres de pauvreté. Et Ibrahim Bouka, mon confrère vient de le dire, il vient de le souligner, il a parlé un peu de la colonisation, c'est vrai. C'est vrai, sur la colonisation, il y avait eu la colonisation. Mais je pense qu'actuellement, on ne parle plus de cette colonisation. On est passé de la colonisation, nous sommes libres. Alors, merci Omar de votre intervention. Alors, on voit quand même dans vos deux réponses qu'il y a quand même des choses qui sont un peu liées, c'est-à-dire des points de vue qui sont liés, j'allais dire. Est-ce que quand même, Yves, vous pensez qu'au-delà de la colonisation, comme l'a dit Omar, mais il a aussi ajouté un bémol. Est-ce que vous pensez que ce bémol-là a du sens? Il a bien dit qu'il ne faut pas seulement accuser le colon. Qu'en pensez-vous? Effectivement, je pense que ce que Omar vient de dire, c'est très 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 fondamental. Nous sommes au XXIe siècle, on ne va pas toujours pointer du doigt l'Occident. C'est vrai, l'Occident, par sa politique du tout exploitant, voilà, ne fait pas de cadeaux aux Africains, ça il faut le dire. Il y a que, pour expliquer en fait cet état de fait, on a ce qu'on appelle des facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs qui sont propres aux Africains, qui sont du ressort des Africains. Et là, comme il l'a dit, déjà il faut noter qu'à la tête de la plupart de nos États, il y a une absence d'alternance démocratique. Ça c'est un aspect, c'est quelque chose d'important parce que l'alternance démocratique au sommet de l'État fait que les leaders ou les élites politiques qui normalement sont l'émanation de la volonté des peuples savent qu'ils ont des comptes à rendre à ces peuples-là s'ils ne font pas le travail pour lequel ils ont été portés à la tête de ces États-là. Donc ils sont obligés donc, de travailler. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi un problème de bonne gouvernance ou un problème de mal-gouvernance, allais-je dire. Là également, c'est un problème parce que ce qu'on a remarqué dans la plupart de nos États, c'est que les richesses des pays profitent généralement à on va dire quoi, à une minorité, alors que le gros de la population croupit dans la pauvreté. Ça, c'est un facteur que je voulais ajouter. Il y a aussi un autre facteur. Mais ça, c'est le problème. Je pense que ce que vous venez de dire là, ça, c'est le problème de la population. Parce que c'est eux qui élisent, c'est eux qui partent choisir les hommes politiques à la tête de leur nation et qui reviennent et ils sont dans la pauvreté et ces hommes politiques distribuent et se départagent les biens. Donc ça, c'est le peuple qui accepte. C'est la jeunesse qui accepte, c'est le peuple qui accepte qu'on les dirige comme ça. Oui, mais c'est vrai que la population aujourd'hui africaine, en fait, il faut dire que jusqu'à présent, il y a un problème d'éveil de conscience auprès des masses populaires. La masse critique en fait, des populations africaines n'est pas encore arrivée à un niveau suffisamment élevé pour en fait, emmener ces populations à être véritablement le maître de leur destin. Ça, c'est une réalité. Et il faut aussi que les dirigeants, c'est peut-être un manque de volonté politique parce que la plupart des dirigeants de ces pays-là, n'étant pas des dirigeants légitimes,
pour eux, ils n'ont pas intérêt à ce que la population prenne conscience. D'accord? D'où on voit que dans la plupart de ces pays, le secteur éducatif, c'est un secteur souvent qui est le parent pauvre de la politique globale même de ces dirigeants. Et du coup, les populations ne peuvent pas, sur le plan intellectuel, avoir en fait tous les éléments qui leur permettent effectivement d'avoir des jugements censés les amener en fait à revendiquer en fait le droit, leur droit. Vous voyez? Donc, c'est pas faux ce que tu dis, frère Omar, mais moi je vais encore aller un peu plus loin. D'accord? Je vais, en plus du manque d'absence d'alternance politique, la malgouvernance, il y a aussi le manque de vision politique. Beaucoup de chefs d'État africains, ça il faut le dire, manquent cruellement de vision politique. Parce qu'une vision politique, quand on devient président d'un pays, on ne devient pas président d'un pays pour juste par pure ambition. On ne devient pas président de la République d'un pays parce que mon père a été président. On ne devient pas président de la République d'un pays parce que j'ai grandi avec des fils de présidents, donc il faut que moi aussi je devienne président. On ne devient pas président de la République parce qu'on a des amis, on a un carnet d'adresses qui est fourni avec des personnalités éminentes du monde occidental. Non, c'est pas ça. On devient président de la République parce qu'on a d'abord une ambition pour son pays et pour son peuple. Alors, Omar, il parle un peu de vision politique de nos chefs d'État. Qu'en pensez-vous rapidement? Effectivement, Yves Ibrahim Bouka, vous parlez de vision politique. C'est ça qui nous manque. Il n'y a jamais eu de vision politique en Afrique parce que il y a beaucoup qui adhèrent les partis politiques sans pour autant connaître c'est quoi les missions de cette politique. Des politiques qui sont fondées sur des fausses bases, c'est-à-dire dans chaque nation, il faut qu'il y ait des programmes. Moi, c'est selon mon point de vue, il faut qu'il y ait un programme d'État. Et les projets politiques, ça ne se compare pas. En Afrique, nous avons des projets politiques. La politique est devenue comme un business pour certaines personnes sur les bouts de papier. Ils ne connaissent même pas l'idéologie de leur politique, mais ils la fondent quand même pour en faire un petit business. Et ils comptent toujours sur le système occidental qui est la politique française pour les élire. C'est juste le peuple pour légitimiser leur pouvoir. Parfois, on dit que les gens partent aux urnes pour être choisis, pour voter leur président, mais pour autant, nous le savons tous, il y a une même mise de l'Occident dans nos politiques qui essaie de les booster. Et une fois au pouvoir, ils sont là pour servir l'Occident. Alors, voilà ce que dit Omar de l'expression que vous avez utilisée tantôt, Yves. Il a parlé de la vision politique. Mais quand nous revenons dans le vif du sujet du jour, la gestion même des ressources en Afrique, est-ce qu'il suffira juste de l'éveil de conscience simplement pour changer tout cela? Parce que on voit des chefs d'État bien engagés au départ, mais une fois au pouvoir, brusquement, on voit tout qui change. On ne peut pas expliquer comment depuis 1960, les indépendances, l'uranium nigérien ou bien le bois congolais est toujours dans les mains des puissances, les plus grandes puissances. Est-ce que l'éveil de conscience seul suffira-t-il pour changer tout cela? Donc, par rapport à votre question, effectivement, l'éveil de conscience en elle-même, c'est vrai, ce n'est pas le seul élément qu'il faut pour pouvoir améliorer la donne. Mais toujours est-il que le peuple, en fait, c'est celui qui a le pouvoir. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. Pourquoi je dis cela? À partir du moment où le peuple prend son destin en main, d'accord, il va faire que les dirigeants qui vont en fait se succéder à la tête d'un pays ou de ces pays-là vont être l'émanation de la volonté de ce peuple-là. Et donc, par conséquent, comme je disais tantôt, le président de la République aura des comptes à rendre à la population qu'il a mis là, et non à une puissance extérieure qu'il aurait mis là. Maintenant, il appartient aussi à ces présidents qui sont la volonté ou l'émanation de la volonté des peuples à la tête de ces États, d'accord, de se donner les moyens de défendre leur souveraineté. Il y a aussi ce paramètre-là. Parce qu'un État, aujourd'hui, on a des États comme la Corée du Nord, comme l'Iran, comme la Russie, comme la Chine,
qui aujourd'hui, sur le plan géopolitique et géostratégique, se sont donné les moyens de leurs ambitions. Ce sont des pays, ce sont des États qui ambitionnent d'être, sur le plan économique, des leaders. À des échelles peut-être régionales ou sous-régionales ou même continentales et même mondiales. Mais pour y arriver, il faut savoir en fait se donner les moyens de préserver sa souveraineté. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas les moyens de préserver votre souveraineté, ben, c'est clair que vous allez être la proie des politiques expansionnistes, des politiques impérialistes des autres États qui sont militairement plus forts que vous, qui sont économiquement plus forts que vous et qui sont avides d'exploiter vos richesses. Donc là également, il faut que la plupart de nos pays africains arrivent à se donner les moyens de pouvoir se défendre. Voilà maintenant pourquoi ici l'argument de la géopolitique, de la géostratégie intervient, parce que militairement parlant, les pays africains sont faibles. Ils sont faibles. Et on n'a pas les moyens militaires capables de défendre nos États face à, on va dire, des politiques agressives d'États extérieurs. D'où le fait que certains pays cherchent à nouer des alliances avec des pays qui sont militairement plus forts et qui sont capables, à un niveau diplomatique international, de préserver leurs intérêts. On le voit actuellement avec la Centrafrique et la Russie. Peut-être à côté de la Russie, il y a d'autres États comme l'Iran, comme la Chine, qui peuvent également permettre à ces pays-là, à nos pays, pardon, nos pays africains, de pouvoir se donner les moyens de préserver notre souveraineté et de défendre nos intérêts à un niveau diplomatique mondial. Par exemple, au niveau des Nations Unies, quand des pays comme la France, qui ont des droits de veto, veulent faire voter des résolutions à l'encontre de la souveraineté de ces États-là, le fait d'avoir un partenariat avec un pays comme la Chine ou la Russie, qui a aussi un droit de veto, permet de mettre en échec effectivement ce type de stratégie-là. Donc c'est très très important aujourd'hui, même si c'est vrai, il n'est pas question pour nous on va dire d'aller signer ou de quitter un maître pour aller se mettre avec un autre maître, mais c'est à nous d'être intelligents et de exploiter en fait ce partenariat-là pour se frayer un chemin dans le développement, dans la recherche de développement et de notre souveraineté. Merci beaucoup. Votre intervention quand même me donne envie de poser une question rapide à Omar. Vous parlez de connaissance militaire ou bien de puissance militaire pour pouvoir préserver. Même avant de parler d'une force militaire ou bien d'une connaissance militaire, est-ce que, Omar, nous avons aujourd'hui déjà les moyens pour transformer nos ressources? Si aujourd'hui nous les revendiquons et que les puissances extérieures nous laissaient nos ressources, si on laisse l'uranium nigérien au Niger, est-ce que nous avons les infrastructures pour les transformer aujourd'hui? Voilà. Ça c'est très simple. Nous avons les moyens, nous n'avons pas les moyens de les transformer. Ça, c'est à nous de voir, parce que Yves vient de parler, tout à l'heure on a parlé de voir les puissances, je ne sais pas, on a parlé de l'armée. Mais je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes conscients en tant que les Africains, nous avons déjà une force. Parce que nous sommes aujourd'hui les responsables, les acteurs même principaux de la libération de cette France qui aujourd'hui se vante d'être puissante. C'est nos ancêtres qui ont libéré la France. Et donc nous avons un courage, nous avons un pouvoir. Avant même l'Empire ottoman, l'Afrique a ses raisons, l'Afrique a ses réalités, l'Afrique a sa force. Donc je pense que nos matières premières qui sont chez nous, nous pouvons toujours avoir la possibilité. Et ce n'est pas une façon de revendiquer nos matières. Il faut que cela soit clair pour nous. C'est une obligation à toutes ces personnes qui ont passé des centaines et des centaines d'années à nous tromper, à nous voler, de se débarrasser aujourd'hui de ce qui nous appartient. Qu'ils quittent nos terres et nous avons les possibilités de traiter avec les mêmes personnes. Mais la France, il n'a pas les matières premières plutôt. Mais comment est-ce qu'elle fait pour reproduire ça? Comment elle fait aujourd'hui pour les travailler? Elle les prend chez nous, l'uranium du Niger, et ça part en France pour servir de l'énergie. Mais alors... Moi, je pense que c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'élément militaire, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui doit être la seule option des Africains pour pouvoir changer la donne. Effectivement... par rapport à ce qu'a dit le frère Omar, j'ai envie d'ajouter le fait que il faut que nous-mêmes on puisse aussi se doter des connaissances pour pouvoir avoir la technologie nécessaire pour pouvoir transformer ces matières premières-là sur place
pour leur donner de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée qui va créer, générer de la richesse à travers la création. Moi, vous parlez quand même de l'Afrique doit se reprendre. On peut se reprendre, mais est-ce qu'on va laisser les matières premières dans les sous-sols? Vous ne pensez pas que c'est absurde que la Côte d'Ivoire, un pays qui produit le cacao, par exemple, le chocolat soit plus cher là-bas? Est-ce que le problème aussi, Yves, vous ne pensez pas qu'il faut que l'Afrique s'engage quand même à se doter de connaissances pour mieux transformer et faire profiter à sa population ces matières premières? Alors, donc là, effectivement, il va falloir que les Africains sachent en fait ou arrivent à se donner les moyens pour pouvoir transformer ces matières premières sur place. Mais là encore, il faut être capable en fait de planifier cela. Parce que quand on parle de la gestion des ressources des pays africains, quand on parle de gestion ici, c'est quoi? C'est en fait la gestion, c'est la mise en œuvre des moyens, des moyens, que ce soit sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan naturel, sur le plan financier, d'accord, en vue d'atteindre les objectifs. Les objectifs ici, c'est quoi? C'est le développement, c'est le mieux-être des populations africaines. Mais en plus de ça, il faut que les États africains se donnent les moyens de protéger leur souveraineté. J'insiste sur ça, parce que pour revenir sur le cas libyen, si la Libye avait les moyens militaires de se protéger, je crois qu'aujourd'hui, le guide libyen serait peut-être toujours en vie. Alors, merci pour cette intervention, Yves. J'ai une question d'internaute sur notre page pour Omar. Omar, après votre intervention de tout à l'heure, est-ce que vous pensez quand même que les députés et la jeunesse ont le pouvoir de jouer un rôle aujourd'hui? Question très pertinente d'ailleurs. Moi, je pense que c'est les deux, c'est-à-dire camps même qui peuvent aujourd'hui décider à faire grand-chose. Parce que les députés, ils ont une robe qui l'ont été confiée donc, par le peuple. Ils ont vraiment un accord, une confiance totale du peuple. Ils doivent être responsables de cette jeunesse et de ce peuple pour défendre les intérêts du peuple en étant juste et égal sur la production de nos matières premières, même si on l'exploite à travers, si c'est l'Occident qui vient, mais qu'on soit vraiment équitable sur ce que nous sommes en train de faire. Et la jeunesse aussi peut vraiment apporter sa contribution, se réveiller et comprendre que nous ne sommes plus des esclaves, nous n'avons jamais été esclavagisés, nous sommes des nobles. On parle des années 15, des années 10, nous ne sommes pas là, nous sommes en 2021, nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes libres. Personne ne pourra venir chez nous nous imposer ce qui n'est pas de nos réalités. Nous devons soutenir nos parlementaires qui sont justes et patriotes d'ailleurs dans leur boulot, pour les soutenir dans les démarches, les lois qu'ils vont prendre pour qu'ils puissent les accompagner, qu'on puisse les accompagner pour qu'ils puissent vraiment arriver à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire défendre l'intérêt général. J'espère que notre internaute a quand même satisfaction pour sa question. Une autre question d'un internaute qui nous suit actuellement pour cette fois-ci, Yves. Est-ce que vous pensez que, je vais la lire exactement, est-ce que vous pensez que nos chefs d'État actuels peuvent se débarrasser des accords signés d'il y a des années? Oui, bien sûr, je pense qu'effectivement c'est possible pour les présidents africains de revoir ces accords. En tout cas, si le terme accord a bien son sens, parce qu'ils ont dit accord, ça veut dire deux parties sont tombées d'accord, se sont mis d'accord pour pouvoir en fait suivre une trajectoire. Mais si maintenant ce ne sont pas des accords et que c'est beaucoup plus, on va dire, des contraintes qui sont imposées à la tête de nos États, c'est clair que nos dirigeants n'ont pas d'autre choix en fait que de se donner les moyens pour pouvoir en fait se dégager de ce carcan, de ces chaînes dans lesquelles en fait auxquelles ils sont liés. Avant de conclure cette émission, puisque nous sommes presque à la fin, je vais reposer la même question de l'internaute à notre cher ami Diapenda. Sous une autre forme, vous pensez qu'aujourd'hui les chefs d'État qui sont là ne sont-ils pas tellement liés à l'Occident qu'ils ne peuvent pas faire autrement? Voilà, effectivement, les accords, nous devons vraiment quitter les accords et c'est très simple. Parce que je pense que c'est des accords qui ont été signés de longue date et qu'ils sont déjà à leur terme. Donc c'est des accords qui sont déjà finis et maintenant on veut renouveler. Et je pense qu'il ne faut pas faire cette bêtise. Les chefs d'État qui sont là doivent se débarrasser et il ne faut jamais accepter de renouveler. Parce que
aujourd'hui, il faut le dire honnêtement, ce qui nous relie avec la France et la politique française, nous ne sommes pas contre les Français en tant que tels, mais quand on parle de la France, on parle de la politique française qui est mal appliquée dans nos nations. Aujourd'hui, ce qui nous relie, ce sont ces chefs d'État qui sont là, la vieille classe là qui est là, dans l'Afrique, qui gouverne actuellement, c'est eux qui nous relient avec la France. Quand ils partent, la France est partie. Donc, il ne faut pas qu'on accepte, il ne faut pas que le peuple accepte que ces gens renouvellent ces accords, parce que c'est des accords qui ne vont jamais nous avantager. La France n'a pas de pétrole, elle n'a pas d'or, elle n'a pas, même la tomate ne pousse pas en France. Mais vous voyez, elle est une puissance. La France aujourd'hui, elle a une place au sein des Nations Unies, à l'organisation, comment on appelle, des Nations Unies là. C'est tout simplement parce qu'elle pèse, c'est un continent qui les garantit. C'est-à-dire, elle a la garantie de l'Afrique, de tout un continent. Amis internautes, amis du débat du jeudi, nous sommes à la fin de cette émission du jour. C'était Point de vue. Mais avant de partir, nous allons conclure avec quelques mots de nos deux invités. Donc, Yves, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour, nous allons parler de partenariat d'égal à égal? Oui, bien sûr. Je pense que c'est la situation dans laquelle se retrouvent la plupart des pays africains aujourd'hui n'est pas une fatalité. On n'a pas toujours été dans cette situation. Il fut un temps où l'Afrique, effectivement, avait des empires, des royaumes, voilà, prospères. Donc, la situation dans laquelle nous sommes, elle est conjoncturelle, peut-être avec des causes structurelles, mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les Africains sont en train d'ouvrir les yeux, sont en train de prendre conscience. Beaucoup de populations aujourd'hui sur l'étendue du continent africain sont en train de prendre leur destin en main, ou du moins envisagent de le faire. Donc je pense que ça, c'est le déclic qui manquait et qui est en train de se faire, qui est en train de s'opérer. Je pense que d'ici à quelques années, on va avoir des chefs d'État ou des chefs d'État éclairés qui vont comprendre que ce qui est important, c'est le fait que nos pays soient des pays viables, avec des économies viables, avec des populations qui, voilà, à qui on assure le minimum vital, avec voilà, des pays avec des infrastructures, donc avec tous les moyens dont doit se doter un État moderne. Donc moi je pense que ça va venir, c'est déjà en route d'ailleurs même, et simplement appeler les uns et les autres à prendre conscience de plus en plus et à agir en conséquence par rapport à ça. Pour finir, je reviens à vous, Omar. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique est déjà mal partie? L'Afrique est mal partie, et ça se constate. Et on peut le constater partout. Aujourd'hui, même avec le franc CFA, vous voyez, nos États, les hommes politiques, quand ils voyagent, les gouvernants, les présidents, ils ne vont jamais prendre le CFA pour voyager, parce que dans ce monde, il y a quelque part où on ne connaît même pas le CFA. Personne ne connaît le CFA, c'est un papier qui est là. Donc tout ça, on peut dire que l'Afrique vraiment est mal partie et à travers cette monnaie qui n'est pas vraiment une monnaie qui représente les valeurs africaines. C'est mal parti, mais c'est pas tard. C'est pas tard parce que le peuple et la jeunesse, elle est consciente. La conscientisation aujourd'hui des populations à travers les réseaux sociaux, à travers les médias panafricanistes, c'est-à-dire des vrais médias qui disent la vraie version de l'Afrique, la vraie histoire de l'Afrique. Je pense que cette nouvelle génération, elle est consciente. Elle va agir en toute responsabilité pour un gain de cause, pour la liberté et l'égalité des peuples. La conscientisation, c'est le point en commun qu'on retient de la conclusion de nos deux invités aujourd'hui. Amis internautes, amis du débat de jeudi, toute l'équipe et les invités se joignent à moi pour vous dire très très bonne soirée et à la prochaine.